Chamonix, au pied du Mont Blanc. Le toit de l'Europe occidentale, 4809 mètres de roches et de glace. Chaque été, des milliers de personnes lèvent les yeux vers ce sommet. Et au milieu d'elles, quelques hommes et quelques femmes exercent ce que l'État français reconnaît comme le métier le plus dangereux du pays. Pas pompiers, pas démineurs, guides de haute montagne. Abonne-toi à Sang-Froid et active la cloche pour ne pas rater le prochain métier extrême. Le chiffre est glaçant. Chaque année, sur 1000 guides en activité, plus de 4 meurent en montagne. 4,3 pour 1000. Pour un travailleur français moyen, ce taux est de 0,06. Autrement dit, un guide de haute montagne a plus de 70 fois plus de risques de mourir au travail que n'importe qui d'autre. 70 fois. Et pour avoir le droit d'exercer ce métier, il faut d'abord survivre à l'un des examens les plus impitoyables de France. Le probatoire. Une dizaine de jours d'épreuves éliminatoires à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Plus de 7 candidats sur 10 échouent dès la première tentative, et la plupart d'entre eux étaient déjà des alpinistes confirmés. Car la montagne, elle, ne lit pas les diplômes. Une plaque de neige qui se détache. Un sérac qui s'effondre sans prévenir. Une corde qui entraîne 2 corps dans le vide au lieu d'un seul. Ici, l'erreur ne se rattrape pas. Elle se paie. Comptant. Et souvent, ce n'est pas le guide qui meurt, mais le client qui l'avait juré de ramener. Alors pourquoi ? Pourquoi des centaines de personnes se présentent chaque année pour exercer le métier qui tue le plus en France ? Pourquoi consacrer des années de sa vie et risquer de la perdre pour conduire des inconnus là où l'air manque et où le sol peut disparaître sous les pieds ? La réponse est plus troublante qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on entre dans ce monde vertical. On va comprendre pourquoi le diplôme de guide est la plus longue formation sportive de France. Pourquoi il faut au minimum 4 années pour l'obtenir. Pourquoi, malgré tout le matériel moderne, le nombre de guides qui meurent n'a pas baissé depuis les années 70. Et pourquoi, malgré ça, il continue. On va voir ce qui arrive à un corps humain à plus de 4000 mètres, quand l'oxygène se raréfie et que chaque pas coûte 3 respirations. Ce qui se passe dans la tête d'un guide après 10 heures d'effort, quand son cerveau épuisé commence à minimiser le danger. Et pourquoi savoir renoncer, faire demi-tour à quelques mètres du sommet, est la compétence la plus difficile de toutes. On va remonter à l'origine. 1786. 2 hommes, Jacques Balmat et le docteur Paccard, atteignent pour la première fois le sommet du Mont Blanc. 35 ans plus tard, en 1821, naît la Compagnie des guides de Chamonix. La plus ancienne organisation de guides au monde. 2 siècles plus tard, elle existe toujours. Et elle enterre encore ses membres. On va comprendre comment ce métier, longtemps transmis de père en fils dans les vallées, est devenu un diplôme d'État rigoureusement encadré. Comment la France a fait du guide de haute montagne une référence mondiale, formée à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Et pourquoi ce diplôme, le plus dur du sport français, n'autorise au fond qu'une seule chose, assumer la vie des autres. Bienvenue dans le monde des guides de haute montagne, là où l'humain dépasse l'humain. Premier obstacle, et il est déjà colossal. Avant même de pouvoir s'inscrire au probatoire, le candidat doit présenter une liste de courses. Pas quelques sorties du dimanche. Des dizaines d'ascensions majeures dans toutes les disciplines, rochers, glace, terrain mixte, ski de pente raide, des voies côtées difficiles, réalisées en tête, dans les Alpes, et souvent bien au-delà. Cette liste, à elle seule, représente déjà des années de montagne. Vient ensuite le probatoire lui-même. Une dizaine de jours dans le massif du Mont Blanc. Des épreuves éliminatoires qui s'enchaînent sans répit. Escalade rocheuse à haut niveau, cascade de glace, course d'arête en altitude, descente à ski hors piste sur pente raide. À chaque épreuve, des candidats sont écartés, sans appel, sans seconde chance avant l'année suivante. L'épreuve de rocher d'abord. Il faut grimper vite,
proprement, à un niveau que la plupart des grimpeurs amateurs n'atteindront jamais. À vue, sans connaître la voie. Avec, sous les pieds, plusieurs centaines de mètres de vide. Les examinateurs ne notent pas seulement la performance. Ils observent le sang-froid. Celui qui tremble, qui hésite, qui doute au mauvais moment, est éliminé. Puis la glace. Cascade gelée, goulotte verticale, face nord où le soleil n'entre jamais. 2 piolets, des crampons, et le bruit sourd de l'acier qui mord la glace. Une glace qui peut céder. Un pont de neige qui peut s'effondrer sur une crevasse de 30 mètres. Ici, le froid engourdit les doigts, brouille le jugement, et le candidat doit continuer à décider juste, vite, tout le temps. Et le ski, pas le ski des stations, le ski de pente raide, hors piste, sur des couloirs à plus de 40 degrés, là où une chute ne se rattrape pas. Le guide doit descendre vite, lire la neige, anticiper la coulée. Car en montagne, le ski n'est pas un loisir, c'est un outil de travail, parfois un moyen de fuite, quand le temps tourne et qu'il faut redescendre avant la nuit. À la fin de ces 10 jours, le verdict tombe. Selon les années, à peine 40 à 50% des candidats sont reçus. Et encore, ceux-là étaient déjà l'élite des alpinistes amateurs. Réussir le probatoire ne donne pas le diplôme. Cela donne seulement le droit d'entrer en formation. Le vrai parcours, le plus long, commence maintenant. La formation au diplôme d'État dure officiellement 728 heures, réparties sur 21 semaines. Mais ces semaines s'étalent sur 4 années minimum. 4 ans entre le moment où l'on réussit le probatoire et celui où l'on devient guide. C'est de loin la plus longue formation sportive reconnue par l'État français. 4 ans à se former. Et déjà, à risquer sa vie. La formation se découpe en 5 unités. La première, le rocher. Apprendre à guider en falaise, à assurer un client suspendu dans le vide, à gérer une corde qui peut, en 1 seconde, devenir une condamnation à mort pour 2. Le futur guide apprend à grimper non plus pour lui, mais pour un autre. Un autre souvent moins fort, plus lent, parfois paralysé par la peur. Puis, le glacier. Le candidat apprend à lire la glace, à repérer les ponts de neige fragiles, à sortir un homme tombé dans une crevasse, parfois à plus de 20 mètres de profondeur, coincé, en hypothermie, le temps compté en minutes. Il apprend les nœuds, les mouflages, les manœuvres de sauvetage qu'il devra exécuter seul, gelé, à bout de souffle, pendant que la vie d'un autre s'éteint au fond du trou. Vient ensuite la neige, et avec elle, la menace la plus sournoise de toutes, l'avalanche. Près d'un quart des accidents mortels de guides viennent de là. Le candidat apprend une science incertaine, lire les couches de neige, sentir le vent, deviner ce qui se cache sous une pente d'apparence paisible. Mais la neige ment. Elle peut tenir 1000 passages et lâcher au 1001e, sous celui qu'on guidait. Entre les unités, le candidat enchaîne les stages en situation. Il guide de vrais clients sous le regard d'examinateurs. Et là, tout change. Ce n'est plus sa propre vie qu'il engage, mais celle d'un inconnu qui lui a fait confiance. Un inconnu qui ne sait pas s'encorder, qui panique sur une arête, qui veut le sommer à tout prix. Le guide doit décider pour 2. Et parfois, décider de renoncer. Car le plus grand danger en montagne n'est ni la roche, ni la glace. C'est l'humain. La fatigue qui pousse à prendre un raccourci. L'orgueil qui empêche de faire demi-tour. Le client qui supplie pour continuer alors que le ciel noircit. Les études le montrent, la défaillance humaine cause autant d'accidents que la montagne elle-même. Un guide formé, c'est d'abord quelqu'un qui a appris à dire non, à lui-même surtout. La chute, c'est la première cause de mort en montagne, près de 4 accidents sur 10, et la plus cruelle, car le guide est encordé à son client. Quand l'un glisse, l'autre doit le retenir, son corps comme seul ancrage, ses crampons plantés dans la glace, ses bras arrachés. Parfois il y arrive, parfois la corde,
qui devait sauver deux vies, les emporte toutes les deux dans le même vide. À ce stade, le candidat a passé des centaines d'heures suspendu dans le vide, gelé, épuisé. Ses mains portent les marques de la corde et du froid. Ses articulations ont vieilli de 10 ans. Il a vu des amis se blesser, parfois pire. Il sait désormais ce que personne ne lui avait dit clairement. Devenir guide, ce n'est pas vaincre la montagne. C'est apprendre à lui survivre, course après course. Et puis, un jour, après 4 ans, parfois plus, vient l'examen final. Une dernière série d'épreuves, en conditions réelles, où chaque geste est jugé. Ceux qui tiennent reçoivent enfin le précieux papier, le diplôme d'état d'alpinisme, guide de haute montagne, le droit de porter l'insigne, le droit d'exercer partout dans le monde, et surtout le droit d'emmener des vies humaines là où elles n'iraient jamais seules. Et c'est là que la vérité éclate. Ce diplôme, le plus dur de France, n'est pas un aboutissement. C'est un permis d'entrer dans le métier le plus mortel du pays. Sur 1000 guides en activité, plus de 4 meurent chaque année en exerçant. 4,3 pour 1000. Aucune autre profession déclarée en France n'approche un tel taux, pas une seule. Les chiffres sont documentés. Une étude a recensé, entre 2003 et 2013, 286 accidents de guides français, dont 70 mortels. Sur la période 2003-2018, on compte 132 morts. Et le plus terrible, malgré le matériel moderne, les prévisions météo, les secours héliportés, ce taux n'a presque pas baissé depuis les années 70. Et ceux qui survivent ne s'en sortent pas indemnes. Un guide accidenté sur 2 garde des séquelles physiques à vie. Beaucoup réduisent leur activité. Près d'1 sur 4 développe un stress post-traumatique après avoir vu mourir un client, un ami, un compagnon de cordée. Car en montagne, on ne meurt presque jamais seul. Et le survivant, lui, devra vivre avec le visage de celui qu'il n'a pas pu retenir. À Chamonix, il existe un cimetière où reposent des générations de guides et d'alpinistes. Des tombes ornées de piolets et de cordes gravées dans la pierre. Certains avaient 25 ans. D'autres étaient des légendes, mortes sur des sommets qu'elles avaient gravis 100 fois. Tous partagèrent la même chose. Ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient, en montagne, souvent en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Et l'argent dans tout ça ? Un guide débutant, salarié dans une structure, gagne autour de 2000 € par mois. En indépendant, il facture entre 250 et 600 € la journée, selon la saison et sa réputation. Mais le métier est saisonnier, fragile, sans filet. Pour risquer sa vie chaque jour, un guide gagne souvent moins qu'un cadre assis dans un bureau chauffé. Et ça, il l'a accepté depuis longtemps. Alors, pourquoi continuer ? Pose la question à un guide, il aura du mal à répondre. Il te parlera du silence à l'aube sur un glacier, de la lumière qui touche un sommet avant tout le monde, du regard d'un client qui pleure d'émotion en arrivant en haut, d'une liberté qui n'existe nulle part ailleurs. Pour ça, il accepte le froid, la peur, la précarité et le risque toujours de ne pas redescendre. Alors la question se pose, vertigineuse. Qu'est-ce qui pousse un être humain à donner 4 années de sa vie, à réussir l'examen le plus dur de France pour exercer le métier qui tue le plus, contre un salaire modeste, et la promesse qu'un jour, peut-être, la montagne ne le laissera pas redescendre? Quelle force intérieure peut justifier un tel pari? Une telle acceptation du danger? Peut-être que la réponse est tout en haut, là où l'air est si pur qu'il brûle les poumons. Là où, depuis Jacques Balmat en 1786, des hommes métos montent pour sentir quelques minutes qu'ils ont dépassé leurs conditions. Le guide, lui, a choisi d'y vivre. De faire de cette frontière entre la vie et la mort son lieu de travail. Et d'y emmener, par la main, ceux qui n'osaient même pas en rêver. Abonne-toi à Sang-Froid. Le prochain métier extrême t'attend. Là où l'humain dépasse l'humain,